avec un deuxième duplex, l'entreprise Dixon Constant, et nous sommes nous sommes en ligne normalement avec Eugène Deleplanque, le PDG. Est-ce que vous nous entendez, Eugène? Bonjour. Bonjour Boris, bonjour à tous. Donc, Dixon Constant, c'est une belle entreprise française qui appartient au groupe américain Glenraven. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité? Alors avec plaisir Boris, je vais vous expliquer un peu rapidement qui est Dixon Constant. Dixon Constant est connu pour être le leader mondial de la toile à store, mais nous fabriquons aussi du tissu d'ameublement, bien sûr pour l'extérieur de la maison, pour la terrasse, pour le mobilier de jardin, pour les parasols, mais aussi beaucoup de tissus d'ameublement technique pour l'intérieur de la maison. Nous fabriquons aussi, avec la marque Sambrella, beaucoup de tissus pour l'industrie marine, sacs à voile, bimini, taux de bateau, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et nous fabriquons aussi et donc du tissu pour les capotes de voiture. On fabrique d'ailleurs 80% des capotes de voiture dans le monde, enfin le textile pour les capotes de voiture. Et nous fabriquons aussi du revêtement de sol. Donc c'est à peu près l'ensemble de ce que nous faisons chez Dixon. C'est impressionnant, c'est très diversifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ce que vous fabriquez nous protège? Alors pourquoi nous protégeons? Parce que nous protégeons essentiellement avec la protection solaire, nous protégeons contre les UV, et aujourd'hui c'est très important. C'est très important parce que dans le contexte actuel, on essaye de réduire la consommation énergétique, et un des plus gros consommateurs de l'énergie, c'est le bâtiment. Donc, c'est important de protéger le bâtiment parce que pour refroidir les bâtiments, on consomme 4 fois plus d'énergie que quand on les chauffe. Donc, la protection solaire est devenue un élément majeur du bâtiment. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle qui est tombée ces dernières semaines, c'est que la TVA sur une grande partie de ce qui est utilisé pour la protection solaire dans le bâtiment, cette TVA sera baissée à 5,5%. Alors d'accord, quels sont aujourd'hui vos enjeux? On imagine la compétitivité internationale, l'innovation, mais peut-être aussi la stabilité, la visibilité. Stabilité et visibilité, vous m'en demandez beaucoup. Par les temps qui courent, il me faudrait une grosse boule de cristal. Par contre, compétitivité en Europe, continuer à produire en Europe est un véritable challenge. Encore plus en France. Parce que on a des charges notamment sur l'ensemble de la production, sur les salaires, qui pèsent très lourd. Et pour pouvoir continuer à produire en France, il faut absolument avoir des unités de production extrêmement automatisées. Je pense que si on veut continuer à produire en France, il va falloir être de plus en plus malin pour pouvoir développer en permanence des nouveaux produits. Si on essaye de développer des produits qui sont les mêmes produits ailleurs, compte tenu de la situation actuelle, on va avoir beaucoup de mal. Donc il faut continuer à investir ou développer nos investissements en R&D pour continuellement amener des nouveaux produits. Amener des nouveaux produits sur lesquels on peut avoir un peu plus de valeur ajoutée. Alors on sera copié dans 3 ans, dans 5 ans, mais pendant cette période-là, il faut pouvoir se développer pour pouvoir créer de la valeur, pour continuer à pouvoir créer d'autres produits par la suite. Sinon, je vois mal comment on peut continuer à produire en France, même si ça a du sens, parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie textile, quand on voit ce qui se passe, certaines fibres sont produites en Europe, expédiées en Turquie, filées en Turquie, confectionnés en Asie, et après, ces mêmes produits confectionnés reviennent en Europe. C'est une aberration pour l'environnement, et donc il faudrait réellement avoir un retour de l'industrie textile en Europe pour pouvoir limiter notre impact sur la planète. Alors dans cette période difficile que nous traversons, cette crise qui ne dit pas encore vraiment son nom, quelles sont les actions que vous mettez en place pour tenir et pour essayer de relancer la croissance? Alors, comme je venais de vous le dire,
pour pouvoir relancer la croissance, la stratégie est de développer l'innovation. Développer l'innovation pour pouvoir être différent. Si nous produisons la même chose que nos concurrents, on va avoir beaucoup de mal à continuer à être compétitif en produisant en Europe. Donc il faut absolument se diversifier, créer des nouveaux produits pour apporter de la valeur. La deuxième chose, nous contrôlons surtout en ce moment l'ensemble de nos coûts. Nous essayons de rester compétitifs, donc on contrôle tous nos coûts dans l'ensemble de l'entreprise. Ce qui est important aussi, et probablement c'est un des sujets les plus importants pour nous, c'est de rester proche de nos clients dans ces périodes difficiles. Proche de nos clients pour bien connaître leurs besoins, pour pouvoir les aider, pour pouvoir développer avec eux les produits dont on aura besoin et pour pouvoir travailler ensemble pour pouvoir développer le marché. Donc nos équipes commerciales, alors je sais que c'est pas le cas partout, mais en ce moment, dans la situation difficile, nos équipes commerciales sont à côté de nos clients. On essaye de faire le nécessaire pour développer avec eux des actions de co-branding, de marketing, pour pouvoir accélérer la demande pour les produits. Donc, on fait ça, mais on fait aussi, et on peut pas le faire autrement, on fait le nécessaire pour que tous nos outils de production soient extrêmement compétitifs. Donc, on a beaucoup investi ces dernières années, et heureusement qu'on l'a fait, pour pouvoir moderniser nos sites de production, pour avoir bien sûr la capacité de production nécessaire, la flexibilité nécessaire dans nos entreprises, fabriquer aussi rapidement que possible et à un coût compétitif malgré la situation européenne. Et pour ça, on est obligé d'automatiser au maximum l'ensemble de nos unités de production. Alors Eugène, dernière question. On sait que chez Dixon Constant, la protection de l'environnement est une vraie préoccupation. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous votre dernière action de recyclage ? Alors, on a beaucoup travaillé ces dernières années pour limiter l'impact de nos productions pour la planète. Donc déjà, toutes nos usines ne rejettent plus rien dans la nature. Il n'y a plus de déchets qui sont rejetés. Maintenant, on va beaucoup plus loin que ça. C'est que les toiles produites et les déchets de production de nos usines sont recyclés pour en faire de la fibre, remélangés avec de la fibre pour en faire du fil. Donc, on utilise nos propres déchets. Maintenant, on est en train de mettre en place un autre process beaucoup plus important. C'est qu'on récupère l'ensemble des déchets de nos clients qui confectionnent et on récupère l'ensemble de ces déchets pour pouvoir en recréer des filets de fibre, puis après de la fibre qu'on mélange avec de la fibre neuve, pour pouvoir en faire du fil, pour pouvoir en faire du tissu. Et la prochaine étape, c'est pour la fin de cette année, nous allons récupérer l'ensemble des toiles des clients de nos clients, donc des toiles usagées, qui seront là aussi redécoupées, effilochées, remélangées avec de la fibre pour pouvoir en faire du fil et des produits. Et donc, ces collections qui sont fabriquées à partir de toiles recyclées ont beaucoup de succès et on est absolument débordé par les demandes sur ces produits-là et c'est bon signe et ça nous aide à être beaucoup plus propre. Merci beaucoup, c'est impressionnant de pouvoir recycler comme ça à l'infini, un petit peu comme le verre. Hein. On le fait aussi pour le textile. Merci beaucoup, Eugène. Au revoir. Merci, Eugène. Merci Boris, merci beaucoup Boris pour vos questions pertinentes et bonne année à tous, bonne année pour le textile, bonne année 2025. C'est vrai qu'il n'est pas encore trop tard pour souhaiter nos meilleurs vœux, on ne l'a pas fait. On l'a même pas fait. Ben voilà, bonne année à tous. Ça passe tellement vite. Évidemment, ouais. Et 2025, vous allez voir, ce sera une année importante et déterminante pour nous tous. Une petite réaction, Olivier, rapide. Oui, d'abord, encore une fois, impressionné par les avancées qui sont faites sur l'économie circulaire. Hein. On sait que c'est un des enjeux clés de demain en termes d'empreinte environnementale. Et moi, je suis, quand je me déplace dans des territoires, que je visite des PMI, des ETI, impressionné par le nombre de projets qui sont lancés sur ces thématiques-là. Je voudrais revenir sur un point qui est celui de la compétitivité qui a été évoqué. Alors, c'est vrai. En France, on a un vrai sujet de compétitivité, notamment de compétitivité dite fiscale. On a un ensemble de charges qui sont beaucoup plus importantes. Encore une fois, on aime bien se comparer à l'Allemagne. Je vais refaire cette comparaison-là.
Si la fiscalité avant le résultat, c'est-à-dire pas la manière dont on répartit la valeur ajoutée qui est créée entre ce qui reste dans l'entreprise, ce qui va à l'actionnaire, ce qui va à l'État, mais toutes les charges, notamment les impôts de production qui sont avant. Si la fiscalité allemande était appliquée aux entreprises industrielles françaises, cela libérerait 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros par gagne de an, l'argent. c'est exactement ce qu'on doit investir tous les ans en plus de ce qu'on fait pour se mettre sur une belle trajectoire de réindustrialisation. Alors, on ne va pas résoudre ce sujet demain, on a bien compris, on a vu les difficultés du budget, mais on peut quand même espérer qu'à un moment donné, dans ce débat budgétaire, on puisse avoir une trajectoire, un engagement. Ce sera peut-être pour la prochaine présidentielle, mais il faut le préparer maintenant, il faut que nous le demandions, nous maintenant, que vous le demandiez. Quand est-ce qu'on a une trajectoire qui nous permet de nous remettre au même niveau que nos partenaires européens en termes d'impôts de production? L'enveloppe globale est de l'ordre de 20 milliards. Et puis, il y a un deuxième point qui a été évoqué un petit peu en filigrane, que j'ai envie de mettre en avant. C'est celui de quelque chose qu'on peut faire. Nous avons de l'électricité décarbonée disponible en France. Nous en avons même tellement que nous en avons exporté 90 TWh l'année dernière. Ça veut dire entre 15 et 20% de notre production. Elle est faite par nos centrales nucléaires qui, à nouveau, fonctionnent bien. Bravo aux équipes d'EDF qui ont vécu quand même une crise en 2022, pas facile. Et tous les industriels savent que ce type de crise industrielle, puis alors là, c'est des équipements d'une taille considérable, c'est pas facile à vivre. Sauf que voilà, aujourd'hui, cette électricité, elle est vendue en France et ailleurs au prix du marché européen, c'est-à-dire très cher. Quand est-ce qu'on décide de faire une poche? Et encore une fois, moi je propose qu'elle soit à 60 TWh, c'est même pas la totalité de nos exportations, et qu'on puisse l'isoler du marché européen, la mettre à un prix compétitif et quelque part la proposer à nos industries qui se décarbonent, qui électrifient leur processus, et puis aussi qui sont en compétition internationale. Toutes les entreprises qu'on a vues de votre secteur, elles sont frontalement en compétition avec des entreprises ailleurs qui ont d'autres avantages, parfois fiscaux, parfois des aides. Nous, on a de l'électricité décarbonée qu'on produit pas cher et qui est vendue au prix du marché européen. Là, il y a une forme de rapport de force qu'il faut instaurer avec la Commission européenne pour dire, si vous voulez que la France soit en bon état, pour être un bon partenaire européen, qu'on ne court pas toujours derrière nos déficits, il faut qu'on remuscle notre tissu industriel, il faut qu'on profite de cet avantage dont on a hérité avec notre parc électronucléaire. Allez,